Quel adulte au cours de sa vie ne s'est jamais senti impuissant devant un manque de compétences ou de connaissances pour mener à bien un projet, ou même pour renforcer son pouvoir d'agir en tant que personne dans la communauté ou dans la société? Quel adulte n'a jamais souhaité développer de nouvelles habiletés, s'améliorer ou suivre une formation dans un domaine en particulier, mais a manqué de temps ou d'argent pour le faire? Combien d'entre nous peuvent se dire très honnêtement « Aujourd'hui, j'ai plus rien à apprendre. Mes connaissances actuelles sont suffisantes pour vivre, pour travailler, pour m'épanouir pleinement au sein d'une société qui ne cesse de se transformer. » Et plus largement même, au sein d'un monde qui connaît actuellement des enjeux d'envergure tels que la crise environnementale, les inégalités sociales, les discriminations de genre et plus encore. Combien d'entre nous sommes aujourd'hui pleinement satisfaits des ressources mises à disposition pour continuer d'apprendre, de s'informer, de se mettre à jour, tout en conciliant différentes sphères de sa vie, personnelle, professionnelle et familiale? Notre organisme, c'est ça aussi. Défendre le droit à l'éducation pour tous et toutes et le droit à l'apprentissage tout au long de la vie. Sans investissement solide de nos sociétés dans l'éducation des adultes, nous croyons que certains enjeux de société vont persister, voire même s'aggraver. Bonjour à vous et bienvenue sur le balado de l'éducation des adultes intitulé « En route vers notre forum ». Ce balado est une initiative de l'ICA, l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes. Il a été pensé dans le cadre de l'organisation du Forum sur le bien public et le bien commun en éducation des adultes qui aura lieu les 7 et 8 juin prochains à la Grande Bibliothèque de Montréal. Moi, c'est Jessica Duvivier, agente de recherche et de développement à l'ICA et initiatrice de ce balado. De mon côté, je m'appelle Émilie Tremblay, je suis chercheuse en éducation des adultes à l'ICA et je travaille à l'organisation du Forum. Notre ambition sur ce balado, c'est de vous faire découvrir le milieu de l'éducation des adultes au Québec et de rappeler aussi que l'éducation des adultes, c'est une composante importante de l'apprentissage tout au long de la vie, tout comme l'est celle des tout-petits et des jeunes. À travers des portraits de personnes qui œuvrent dans le domaine de l'éducation, de la formation et de l'apprentissage des adultes, à travers leur engagement, leurs convictions, leurs préoccupations, mais aussi leurs espoirs, leurs victoires et leurs idéaux, vous découvrirez un milieu fascinant, un milieu tout simplement vibrant. Donc, parlons éducation, oui, mais parlons aussi éducation des adultes et apprentissage tout au long de la vie. Bonjour à vous, vous voici dans le premier épisode de ce balado post-forum où vous allez entendre les réflexions, la vision ainsi que les actions posées par Jean Lortie, président de la CPMT, soit de la Commission des partenaires du marché du travail. Petite parenthèse avant de vous faire un portrait de notre invité et de vous dévoiler plus en détail le contenu de ce balado, notre forum sur le bien public et le bien commun en éducation des adultes a eu lieu il y a une dizaine de jours comme prévu et nous sommes plus que ravis de son franc succès. Et pour ceux et celles qui nous suivaient de près, sachez que nous consacrerons, Émilie et moi, un épisode où l'on vous parlera non seulement des grands points qui sont ressortis lors de ce forum, mais aussi nous vous dévoilerons les chantiers de travail qui vont être mis en place suite aux données que nous avons pu recueillir lors de ces 2 belles journées de réflexion commune pour construire l'avenir de l'éducation des adultes sous l'angle du bien commun. Cet épisode sortira au début du mois de septembre et viendra alors clore cette série de balados. Mais avant cela, je vous invite à continuer à vous plonger au cœur des réflexions, des visions et de l'engagement de nos invités provenant de différents secteurs de l'éducation des adultes, à commencer par Monsieur Jean Lortie. Vous verrez d'ailleurs dans cet épisode que son ambition et sa soif de faire du Québec un Québec prospère en matière d'éducation des adultes et de formation continue est loin d'être à démontrer et que sa détermination à trouver des solutions pour chaque enjeu rend sa fonction de président actuel de la commission, ma foi, tout à fait pertinente. Quelques mots à présent sur son parcours afin de mieux vous plonger dans l'univers fascinant de ce balado. Jean Lortie est nommé il y a quelques mois seulement, soit le 29 mars 2023, en tant que président de la Commission des partenaires du marché du travail pour un mandat de 3 ans. Il faut le dire d'emblée, je crois, car cela vous donnera une bonne idée de sa volonté d'apporter un véritable changement, entre autres concernant la culture de formation continue en entreprise. Monsieur Lortie a d'abord été sollicité au cours de l'année 2022 par la CPMT à prendre la présidence en intérim alors qu'il était depuis quelques mois déjà à la retraite.
Bref, tout ça pour vous dire que ses convictions comme ancien secrétaire général de la CSN, la Confédération des syndicats nationaux, ont largement pris le dessus sur la perspective d'une retraite tranquille. Investi en effet depuis très jeune à vouloir améliorer le sort des étudiantes de son époque, puis ensuite de ses collègues dans le milieu de l'hôtellerie, Jean Lortie a très tôt dévié d'une carrière d'historien à laquelle il se destinait pour défendre les droits sociaux des travailleurs et des travailleuses et en faire une véritable carrière. Travailleur de l'hôtellerie durant ses études en histoire, il faut également dire que le contexte socio-économique de l'époque des années 80, au sortir d'une immense récession avec un taux de chômage supérieur à 30%, a fort probablement encouragé Jean Lortie, déjà sensible aux conditions de travail assez laborieuses, à s'engager dans son syndicat local. Et en très peu de temps, il devint le plus jeune dirigeant de la CSN en étant élu trésorier à 23 ans. En 2011, il devenait secrétaire général de la Confédération des syndicats nationaux et occupa cette fonction jusqu'à sa retraite en 2021, qui s'est donc en fait révélé être un leurre ou une sorte de lune de miel de quelques petits mois seulement, puisque représentant de la CSN à la Commission des partenaires du marché du travail depuis 2014, il a été recommandé unanimement à la ministre de l'Emploi. Et voilà donc pour la petite histoire concernant sa nomination pour un mandat de 3 ans. Nous avons eu le grand plaisir, Émilie et moi-même, de le rencontrer à ses bureaux en avril dernier, quelques semaines donc après sa nomination. Je vous laisserai découvrir la CPMT, soit la Commission des partenaires du marché du travail, son rôle et sa mission à travers ses propres propos. Dans ce balado, nous avons parlé de la nécessité d'insuffler une véritable culture de la formation continue au Québec et des différents moyens pour y arriver, aussi bien du côté des entreprises que des apprenants et des apprenantes, du modèle unique de la Commission des partenaires du marché du travail comme organisation de société civile, de concertation et de partenariat entre différents acteurs, de la vision de la situation actuelle du marché de l'emploi et de la formation continue, de ses enjeux, de ses défis, mais aussi des solutions proposées par la Commission sur les 10 prochaines années en réponse aux différentes crises actuelles. Nous avons aussi parlé de la loi du 1%, du goût d'apprendre, d'adapter les enseignements en fonction des nouvelles réalités, de la nécessité d'offrir des formations qualifiantes et transférables sur le long terme, d'une nouvelle politique en formation continue et plus encore. Alors bonne écoute! Moi, je souhaite que d'ici quelques années, au Québec, l'enjeu de la formation continue, ça soit devenu naturel de le faire. C'est-à-dire que l'entreprise ne soit pas inquiète de dire si je le forme, il s'en va. Oui, il va s'en aller. C'est ça maintenant. On en prend acte. J'étais, comme je disais un peu plus tôt, un colloque à Québec et les gens nous disaient prenez acte que vous pourrez le garder 3 ans. Mais dans ce cas-là, faisons un contrat social. Je sais que tu ne seras pas avec nous pendant 20 ans. On peut-tu s'entendre que les 3 prochaines années, tu es avec nous? Tu nous dis ce qui va bien ou pas bien dans notre organisation. Donc, tu vas nous mentorer du bas vers le haut. Puis nous, on va te mentorer du haut vers le bas. Tu vas apprendre, on va apprendre de toi. Dans 3 ans, quand tu partiras, comme travailleuse, comme travailleur, tu nous auras enrichi, on t'aura enrichi en termes de compétences. Ça, si on était capable de... Alors ça, c'était totalement nouveau, ça, faire ça au Québec. On n'est pas là. Dans nos économies occidentales, c'est pas ça. Tu rentres tes jeunes, tu prends les tâches les plus moins intéressantes, puis un jour, tu vas améliorer ton sort. Et ça marche plus, ça. Donc, il faut en prendre acte. Et moi, j'aimerais ça que d'ici quelques années, ce goût d'apprendre soit là et que nos institutions soient au rendez-vous. Donc, un défi, c'est-à-dire carte à la main, voici, vous êtes à Drummondville, un entrepreneur, vous êtes un travailleur qui voulait apprendre à enjeu de littératie, enjeu de numératie, on t'accompagne et tu vas avoir du plaisir à le faire. Ça ne sera pas laborieux et quand tu ne seras pas stressé en arrivant à la maison le soir à t'occuper des 3 enfants, les chercher à la garderie, 2 sont malades, ils ont pogné la COVID, ta conjointe a pogné la COVID, il faut qu'elle travaille à la maison. Ce qu'on vit là, au quotidien là, actuellement, mais non, le processus de formation va être un plaisir. On va dire, j'apprends des choses formidables, j'ai le goût, c'est le fun. C'est ça que j'aimerais pour les 10 prochaines années. À travers la transition numérique, transition écologique, transition démographique, bien, qu'on soit capable de prendre à bras-le-corps ces 3 enjeux-là, puis dire, on a passé à travers. En 2033, ouf! Le Québec a vécu des situations serrées. Puis moi, historien de formation, je rappelle toujours ce qu'on a vécu pendant la Deuxième Guerre. En 1939, il y avait des taux de chômage catastrophiques. En 1945, c'était le plein emploi. C'était des femmes qui avaient tout remplacé les hommes dans les usines. Il y avait des garderies dans les usines de guerre à travers le Canada. On avait développé des programmes sociaux formidables pour faire en sorte que jamais plus on revive ce qu'on avait vécu. Mais en quelques années, au Québec, on s'est diguidiné, comme on dit, pour trouver des solutions. Bien, c'est ça, c'est un chantier colossal comme ça.
qu'il faut mettre, puis il faut réussir. Puis moi, je souhaite que dans 10 ans, je ne serai plus là, bien sûr, mais qu'on dit, waouh, on a fait quelque chose de bien à partir de 23. On s'est donné un élan. Et tous les acteurs ensemble. Agir, puis agir ensemble. Quelle belle perspective. Et d'ailleurs, s'il y a bien quelque chose de récurrent, qui a fait même, je dirais, consensus à travers non seulement la démarche de consultation pré-forum, mais aussi à travers le forum lui-même, c'est bien cette idée que de travailler ensemble, en collaboration, en partenariat, en réseau, est quelque chose de fondamental. C'est presque ressorti comme une urgence qu'il y a aujourd'hui d'agir véritablement ensemble. Nous lui avons demandé ensuite quel était le rôle et la mission de la Commission des partenaires du marché du travail. Et je vous laisse entendre ses propos. Sortir donc de nos ornières corporatistes et de faire en sorte que j'ai un intérêt commun à travailler avec d'autres gens pour développer. Donc agir, mais agir ensemble. Le rôle de la Commission comme unique modèle qui n'existe pas ailleurs, c'est-à-dire on est capable d'asseoir autour d'une même table tout le monde et on a les tensions qu'on vit dans la société, mais comment les apaiser et comment trouver un chemin commun. On met au jeu des propositions constamment pour être capable de répondre et de pousser les acteurs pour qu'on devienne beaucoup plus agile et qu'on réponde au mandat de la Commission, de conseiller, d'appuyer le gouvernement sur des enjeux de main-d'œuvre et de développement des compétences. Bien, c'est notre rôle de le faire. Donc, on pousse pour faire en sorte d'arriver à ça. Donc, c'est le défi du mandat. Moi, j'ai un mandat de 3 ans et je veux relever ce défi-là pour les 3 prochaines années. C'est une organisation publique unique en son genre au Canada. Il y a le gouvernement fédéral a tenté d'en créer le même modèle. C'est-à-dire, vous avez autour de la table des partenaires de 4 collèges. Collège des communautaires, des organismes d'employabilité, Collège des 3 ordres d'enseignement au Québec, donc les services scolaires, Centre des services scolaires, Fédération des cégeps et Bureau de coopération interuniversitaire, Collège employeur, donc 6 représentantes et représentants des principales fédérations d'employeurs au Québec, Conseil du patronat, manufacturier exportateur, Fédération canadienne d'entreprises indépendantes, Fédération des chambres de commerce et un collège main-d'œuvre où les grandes organisations de travailleuses et travailleurs au Québec sont là, CS, CNFTQ, UPA, etc. Donc, collège, et on ne vote pas à la Commission. Donc, c'est par consensus qu'on fait notre travail, ce qui est très exigeant parce que le consensus vous amène à faire des compromis. Et moi, quand je suis arrivé en 2014, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu comme représentant de mon organisation. Il faut se forcer quand on comprend bien les enjeux de votre vis-à-vis qui n'est pas votre adversaire. Parce que ce forum-là appelle à ne pas avoir d'adversaire, mais des vis-à-vis. Quand on comprend bien les contraintes, les dynamiques dans lesquelles ils sont, ben ça vous aide à trouver un chemin. Et comme étant un négociateur, toute ma vie, j'ai négocié des conventions collectives, j'ai participé à des forums de négociation, ben moi, je trouvais toujours un chemin. Un problème, il y a solution. On sait qu'au Québec, il ne reste plus beaucoup d'organisations de la société civile. Ils ont été beaucoup démantelés dans les années 2000, au début des années 2000, et ce qui fait que la commission est à peu près unique. Nous avons 17 conseils régionaux, des mini-CPMT dans 17 régions administratives où les mêmes acteurs socio-économiques régionaux se retrouvent, 29 comités sectoriels de main-d'œuvre, donc à travers tous les secteurs de l'activité économique, presque tous. Alors, vous pouvez être dans le caoutchouc, le plastique, vous pouvez être dans l'hôtellerie. Vous avez un comité sectoriel qui met sur pied des programmes de formation, il accompagne les entreprises dans des PDRH, donc c'est une œuvre très utile. 8 comités consultatifs où des enjeux pour les Premières Nations Inuit, des enjeux pour les personnes handicapées, des 45 ans et plus se retrouvent dans 8 comités qui réfléchissent à comment on pourrait adresser, excusez l'anglicisme, les enjeux que ces clientèles-là vivent par rapport au marché du travail, pour les rapatrier, leur donner la chance d'intégrer le marché du travail. Et en décembre dernier, on a souligné le 25e anniversaire de la Commission en lançant 25 idées de la concertation. Donc, on est un organisme de concertation, de partenariat. On travaille sur les enjeux du marché du travail, de la main-d'œuvre, trouver des solutions pour qu'au Québec, on développe les compétences de main-d'œuvre pour faire face aux tempêtes qu'on vit actuellement. Donc, ça, c'est la commission, modèle unique, bâti en 1997, 25 ans plus tard, toujours plus pertinente que jamais, et un levier pour le gouvernement du Québec pour trouver des solutions dans un horizon qui est plusieurs années devant nous, avec ces tempêtes, puis j'aurai l'occasion d'en discuter, mais surtout en partenariat. Donc, on apaise et on crée un dialogue social au Québec. Alors, j'ai pris ce mandat-là avec un plaisir. Nous avons ensuite voulu connaître sa vision de la situation actuelle du marché de l'emploi et de la formation continue. Jean Lortie fait ainsi de nouveau référence à la nécessité qu'il y a d'agir ensemble dans le but de pouvoir transformer des situations actuelles
qui ne fonctionne plus dans le milieu de l'emploi au Québec et nous rappelle à bon escient que ces transformations doivent avoir lieu sur un horizon de 10 ans compte tenu de la crise démographique, de la crise environnementale et des défis technologiques de plus en plus influents sur la collectivité. C'est clair qu'il faut agir, puis il faut agir ensemble au Québec. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas travailler chacun dans son petit coin et dire, moi, j'ai une solution parfaite pour tout le monde. Ça n'existera pas. Si le monde ne se parle pas, c'est-à-dire les acteurs du monde de l'éducation, les 3 ordres d'enseignement, les employeurs, les travailleurs, les ministères et le gouvernement, et même les gouvernements, mais surtout les ministères concernés, si on ne travaille pas en collaboratif pour trouver des solutions, on vit une tempête parfaite de 3 crises. Crise démographique, vieillissement accéléré de la main-d'œuvre, crise technologique, arrivée de l'intelligence artificielle, mais de l'ensemble de nouveaux moyens technologiques, et finalement, crise de la transition verte, crise environnementale. Et elles sont en même temps les 3, et on a une décennie pour y répondre, pas plus. Parce qu'à partir de 2033, l'échéance de la potence va nous rattraper. Et ce qui fait en sorte que, sur la crise notamment du vieillissement de la main-d'œuvre, le Québec vit de plein fouet l'inversement de la pyramide démographique. Pénurie de main-d'œuvre, on embauche, on ne trouve pas personne, on n'entend que ce mot-là, rareté, pénurie, qui n'existait pas à mon temps. Au contraire, on cherchait des emplois, maintenant on cherche des travailleuses et des travailleurs. Tous les programmes publics, tout le Québec a bâti ses politiques publiques sur trouver des emplois pour le monde, les investissements, etc. Au contraire, maintenant, on ne peut plus investir si on ne s'est pas assuré d'avoir de la main-d'œuvre. Et on en a besoin de main-d'œuvre. Et on a plus de postes vacants que de chômeurs et chômeuses, ce qui est tout première. On a très peu de clientèle qui peuvent intégrer le marché du travail. On a plus 800 000, 1 million d'assistés sociaux et chômeurs comme dans les années 90. Ça, pour les plus jeunes, c'est inconcevable de ce que ça voulait dire. 1 million de personnes qui n'avaient pas d'emploi dans un Québec de près de 7 millions. Là, on est 8 millions et demi. Et on est au contraire, on cherche de la main-d'œuvre, il n'y en a pas. Et dans les régions, c'est pire. Il y a des taux de chômage de moins de 2 % en Beauce, dans le centre du Québec. Donc, les entreprises font face à un défi colossal. Comment trouver la main-d'œuvre, c'est-à-dire l'attirer, la recruter, la fidéliser. Donc, c'est pas évident. Les travailleurs, vivent des défis de taille. Ils ont travaillé plusieurs années, ils se font dire, non, tes conditions de travail vont être altérées parce qu'il n'y a personne qui peut te remplacer le soir, la fin de semaine, la nuit. Tu vas travailler le soir, la fin de semaine, la nuit. Conciliation, famille, travail. Tous ces défis-là font en sorte que cette première tempête-là, pose des défis de taille. Deuxième défi de taille, la transition énergétique. C'est-à-dire que la transition verte fait en sorte qu'on s'est donné des objectifs très ambitieux au Québec de décarboner notre économie. On va avoir des réfugiés climatiques dans les emplois. Je donne toujours mon exemple des mécaniciens d'automobile ou de camions, diesel et gaz. On leur demande à ces mécaniciens-là, la moyenne des ours, c'est des hommes, 45 ans, pas de DEP. On leur dit demain matin ou dans les prochaines années, vous allez travailler dans des moteurs électriques, dans le cadre de l'électrification des transports. Comment on va transférer cette main-d'œuvre-là? Il y en a beaucoup qui ne sont pas capables de relever le défi. Ils ne peuvent pas retourner sur un banc d'école traditionnel avec un tableau vert, puis une craie, puis un efface. Ça a été un échec pour plusieurs, l'école, l'expérience de l'école publique. Donc, il faut inventer. Donc, c'est un défi de taille. Comment on va transformer notre économie pour qu'elle soit plus verte et que la main-d'œuvre soit capable de s'adapter en termes de compétences. On a un horizon de 10 ans maximum. Et la troisième transition, c'est technologique. Ça va vite, trop vite. Et il faut que... Moi, je visite des usines actuellement comme président et on voit des travailleurs avec des iPads et ils gèrent toutes les opérations avec les robots avec des iPads. Mais il y a un saut qualitatif important pour y atteindre et on ne l'est pas prêt au Québec. 54% des Québécoises et des Québécois sur le marché du travail ont des enjeux de littératie numérique et de numératie. Alors là, un défi de taille. Donc ça, c'est les trois enjeux que je qualifie. Et la Commission, son objectif, c'est que d'ici 10 ans, au Québec, on se soit donné en partenariat avec l'ensemble des acteurs publics, les acteurs privés, main-d'œuvre, employeurs, communautaires, éducation, on se soit donné un plan de match qui fait qu'on a changé les choses, développé une culture de la formation continue et mis sur pied des programmes, des mesures qui font que la main-d'œuvre a fait une transition qui n'est pas trop heurtante et qu'on ne laisse pas des réfugiés de l'emploi. Parce qu'on ne pourra pas se permettre ce luxe-là, il n'y en a pas de main-d'œuvre. Donc, c'est des gros enjeux. Et la Commission est l'acteur clé parce qu'elle réunit toutes les intelligences sur ces questions-là et on met au jeu actuellement des propositions. On en met depuis des mois pour être capable de se déployer sur ces 10 prochaines années-là. Avec nos programmes, on va devoir les adapter. Il va falloir que nos acteurs, nos partenaires s'adaptent aussi. C'est dur. Les entreprises, Québec, plus de 80% de PME. Alors, souvent, pas de direction de ressources humaines. Le lundi matin, si 3 gars ou 3 filles ne se sont pas présentés, la directrice des opérations, à part la machine numéro 1, elle ne peut pas s'occuper de réfléchir à des enjeux de formation continue. La machine doit partir le lundi. C'est ça la réalité actuellement.
pas de monde et de moins en moins de monde. Donc, on est dans une tension actuellement du marché du travail qu'on n'avait jamais imaginé depuis la Deuxième Guerre. Et à cette époque-là, les soldats revenaient, ça a réglé le problème. Mais là, on n'a personne qui va revenir. Là. Donc, il faut trouver de la main-d'œuvre. Donc, si on n'a pas assez de monde, il faut faire mieux avec moins de monde. Donc, développer sa productivité. C'est pas travailler plus d'heures, c'est de travailler que chaque heure qu'on travaille, elle est encore plus riche en termes de livrables, de produits qu'on fait. Donc, plus de machines-outils investis, mais aussi compétences de la main-d'œuvre, développement des compétences et le goût d'apprendre tout au long de la vie. Ça, il faut inculquer ça. Alors, vous voyez, les défis de la Commission sont considérables avec les ressources qu'on a, différents leviers. Bien, il faut être capable qu'on se donne une horizon de 10 ans pour répondre aux besoins du marché du Québec. Sinon, à partir de 2030, on va être déclassé. On va être totalement déclassé comme société et en termes de prospérité, ça va avoir un impact majeur. Donc, en termes de biens communs pour la société québécoise, bien, c'est maintenant qu'il faut poser des gestes. C'est ce qu'on fait maintenant. Vous l'avez entendu comme moi? Vous l'avez dit. Vous avez dit bien commun, vous avez dit prospérité. Nous souhaiterions maintenant savoir quelle est votre vision du bien commun et de quelle manière vous le distinguez du bien public. Je vais commencer avec le bien commun. Le bien commun, c'est la prospérité du Québec. Parce que le bien commun, c'est de partager cette prospérité-là, avoir de meilleurs services publics, en éducation, en santé, avoir des infrastructures qui tiennent la route, avoir une société finalement qui est apaisée, où le dialogue social est présent parce que le bien public, le bien commun a été atteint par tous les partenaires. Ça, pour moi, ça fait en sorte que c'est des sociétés enviées. Pour améliorer notre sort, il faut qu'on travaille ensemble pour le bien commun. Ça, je suis capable de faire la distinction. Et la formation continue participe à ça parce qu'une bonne qualité de formation fait en sorte qu'on améliore la richesse de la productivité, la richesse de la qualité de la main-d'œuvre, le bonheur, le plaisir de travailler parce qu'on est compétent, on a des tâches qu'on est capable d'exécuter, on n'est pas insécurisé par ça. Donc, ça, j'appellerais ça les enjeux de bien commun. Le bien public, bien, c'est ce qu'on a bâti au Québec depuis la Révolution tranquille, c'est-à-dire on a bâti des écosystèmes riches payés par les impôts, les taxes des contribuables, qui fait en sorte que ce bien public-là nous appartient, ne le gaspillons pas. Le travailleur ou la travailleuse, tout au long de sa vie, va payer des impôts, des taxes pour s'assurer qu'il y a un service public d'éducation, un service public de santé, des infrastructures, des services, donc, pour faire en sorte que ce soit une société plus juste, plus égalitaire, donc le bien commun. Et donc, il faut s'assurer que ce bien public-là ne soit pas bradé. Et donc, l'enjeu, c'est qu'il réponde bien aux objectifs que les gens ont identifiés et qu'ils répondent bien et rapidement à être capable de relever les 3 défis que j'ai mentionnés plus tôt. C'est ma foi bien intéressant. Une préoccupation toutefois qu'Émilie et moi avons régulièrement soulevée de la part d'actrices et d'acteurs de l'éducation des adultes lors de nos consultations pré-forum, c'est celle de la difficulté qu'il y a aujourd'hui d'insuffler une véritable culture de la formation continue au Québec. Que ce soit de la part des employeurs ou bien même des employés, plusieurs enjeux lui font obstacle. Pensons par exemple aux conditions de pénurie de main-d'œuvre actuelles qui ne facilitent vraiment pas sa mise en place auprès des employeurs par exemple. Face à cette préoccupation, nous avons demandé donc à Jean Lortie comment mettre en place et solidifier une culture de la formation continue, tant du côté des travailleuses et des travailleurs que celle des employeurs. Le premier défi, c'est de répondre aux besoins des entreprises et des travailleurs et qui ne s'épuisent pas à chercher la réponse. Ça, c'est notre responsabilité comme organisme public, mais aussi comme ministère, comme partenaire. On facilite le travail, donc de l'apprenant, mais aussi de l'entreprise. Deuxième élément qui est bien important, c'est la formation continue ne doit pas être vue comme une dépense, mais un investissement. Historiquement, il y avait tellement de chômeurs et chômeuses qu'on avait le choix de l'embarras du choix. Il y avait un bassin de main-d'œuvre qualifié, on avait juste à faire un cherry picking et on avait les travailleurs et travailleuses qu'on voulait. C'est plus le cas. Et de toute façon, il faut en prendre acte, les gens ne resteront pas 35 ans chez vous. Ils vont aller dans votre entreprise, même si c'est les Bombardier, les ArcelorMittal de ce monde, ils vont rester 2-3 ans. Vous allez investir massivement dans leur formation, mais ce ne sera pas perdu parce qu'il va falloir qu'on développe ça. Donc, il faut penser que maintenant, on n'est plus là pour 35 ans dans une job. On est là pour quelques années et donc, il faut former les gens qui rentrent dans l'entreprise et il faut aussi s'assurer qu'en termes de littératie, numération, on donne le goût aux gens d'apprendre. C'est pas évident de lever la main en disant « je ne sais pas lire ou écrire ».
écrire ou j'ai des difficultés à lire et écrire. D'abord, vous le direz jamais à votre famille et devant vos collègues, c'est pas très, très gratifiant de faire ça. Donc, comment qu'on invente ça? Troisième élément important sur toute la question de développer cette culture, c'est se donner des moyens de le faire. Donc, nous, on met au jeu actuellement 3 propositions qui ont fait consensus à la commission, qu'on va remettre à la ministre Champagne-Jourdain dans les prochaines semaines. 3 mesures phares qu'on appelle. Donc, développer au Québec une politique de formation continue. La dernière remonte à 2002. On n'a jamais retouché à ça depuis plus de 20 ans. Il faut qu'on rehausse ça et de développer un projet de politique de formation continue. Deuxième, développer un cadre national de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre. C'est-à-dire de reconnaître les compétences et se donner un moyen pour qu'on puisse, d'une place à l'autre, être capable de mesurer qu'effectivement les compétences sont acquises. Et le troisième, c'est un carnet de compétences ou un passeport compétences. C'est-à-dire qu'une travailleuse ou un travailleur se promène tout au long de sa vie professionnelle dans un processus d'apprentissage, mais aussi de reconnaissance de ce qu'elle peut faire. Donc, elle est mobile. Elle peut améliorer son sort. J'ai des compétences acquises. Je peux faire ce job-là. Non, je ne peux pas faire telle partie parce que mon parcours fait en sorte qu'il me manque des éléments. Bien, on met ça avec 25 mesures différentes. On est ambitieux. On a adopté ça en février dernier. On va remettre ça à la ministre. C'est la ministre qui doit déposer au Conseil des ministres et éventuellement à l'Assemblée nationale ce qu'on appelle le rapport quinquennal de la loi du Fonds de développement et reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre. Ce qu'on appelle la fameuse loi du 1%, qui est un des leviers de cette loi-là, mais il y en a plusieurs autres. Et on va mettre au jeu des moyens pour développer cette culture. Tous les partenaires sont d'accord qu'au Québec, on a des retards importants. D'abord, c'est complexe, c'est une économie de PME, pas assez de grandes entreprises. J'étais hier à Québec et les gens de Bombardier ont plus de 40 salariés juste à la formation de la main-d'œuvre chez Bombardier Aviation, Aéronautique, et j'étais avec les gens, je leur parlais, je disais, avec 40 personnes à plein temps qui développent la compétence des travailleuses et travailleurs chez Bombardier Aéronautique, dans un contexte hyper réglementé, mais les PME du Québec n'ont pas 40 personnes, c'est souvent même pas le nombre de salariés au total. Donc, les responsables, les gestionnaires n'ont pas le temps, les ressources. Comment on les aide? Ça va être un défi de taille. Donc, comment les organismes publics, les ministères travaillent en transversal pour être capable de répondre à ces demandes-là. Donc, comment la développer, ça va prendre du temps, mais depuis 25 ans, la Commission rappelle la pertinence de le faire. Donc, par ces 3 mesures phares-là, on va vouloir poser des gestes concrets pour les prochaines années et faire en sorte que les entreprises améliorent le goût de faire apprendre à leurs salariés, que les travailleuses et travailleurs aient le goût d'apprendre tout au long de la vie, ce qui n'est pas acquis encore, et que les gens soient mobiles et apprennent des compétences pour reprendre à travers ces 3 crises démographiques, technologiques et environnementales, soient capables de s'adapter. C'est ça notre défi qu'on a à relever. Donc, ça ne sera pas simple, mais on se donne actuellement des moyens pour se projeter pour l'avenir. La loi du 1% qui a été créée en 1997, donc il y a 25 ans, comme la Commission, visait à développer cette culture de formation continue. La Commission s'est posée, les partenaires se sont posés la question, fait-elle encore son travail? Et si oui, bravo. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce levier-là? Et on a dégagé un consensus entre les partenaires pour se donner 2 ans de travail. C'est-à-dire qu'on va creuser la question. Quels sont les meilleurs leviers au Québec pour développer une culture de formation continue? Est-ce que la loi du 1%, c'est le meilleur levier? Y en a-t-il d'autres? On peut faire d'autres choses? On va documenter. On se donne 2 ans et le rapport quinquennal, c'est 2023-2028. On n'attendra pas en 2028. Ça, je vous dirais, c'est très fort ce consensus-là de se mettre en action maintenant. Et donc, dès le mois de juin, on fait un inventaire de ce qu'on a besoin comme information pour mesurer les effets de levier. Donc, la loi actuellement fait des choses extraordinaires. J'en donne 2 exemples. Tous les programmes d'apprentissage en milieu de travail. Donc, obtenir comme travailleuse ou travailleur une certification de l'État québécois qui vous dit que comme préposé aux bénéficiaires, comme préposé aux chambres dans un hôtel, vous êtes compétente dans votre travail et la ministre de l'Emploi vous le reconnaît par un diplôme d'État. Oh là là! C'est quelque chose, ça. Et ça veut dire que vous avez un passeport mobilité. Quand vous avez des programmes comme les COUD, c'est-à-dire des programmes courte durée, où c'est l'équivalent du modèle dual allemand, adapté à la réalité économique et législative du Québec. On fait en sorte qu'on vous travaille dans votre milieu de travail, mais vous êtes en formation également avec des institutions d'enseignement qui accompagnent et vous mettez en pratique tous les jours ce que vous apprenez pendant les 2-3 jours par semaine. Donc, vous n'êtes pas sur un banc d'école condamné là pour 1800 heures en disant « j'ai pas aimé l'école, mon expérience d'école, j'ai décroché ou j'ai eu mon diplôme de secondaire 5 à l'arraché ». Retourner sur un banc d'école, c'est un défi. Et ça, faut le reconnaître. Donc, on trouve une alternative. Vous travaillez, vous êtes en emploi, mais on vous forme. Et là, vous découvrez que plus vous acquérez des compétences, bien, vous allez améliorer votre sort comme personne qui travaille. C'est concret.
c'est concret ce que tu as appris, et c'est tellement souple et agile que les gens, ils décrochent. Ils décrochent, oui, il peut y en avoir, mais en général, c'est assez un succès. C'est coûteux, bien sûr, parce qu'il faut remplacer les salaires, tout ça, il faut aider les entreprises, mais ma foi que ça fait la job. Donc, il va falloir investir, et ça va faire un des leviers qu'on a dans notre loi, et on va creuser dans les prochaines années. Le gouvernement a mis des sommes importantes dans le dernier budget, plus de 100 millions de dollars, pour faire d'autres programmes COUD. Donc, c'est ça qu'il faut creuser. C'est ça qu'il faut développer les prochaines années avec des ressources publiques ou des leviers qu'on a à la Commission pour faire en sorte qu'on développe cette culture de formation et on donne le goût d'apprendre aux travailleuses et aux travailleurs et aux entreprises aussi. Une autre inquiétude que ma collègue et moi avons régulièrement soulevée des données que nous avons recueillies, c'est que certaines de ces formations, souvent celles de très courte durée, sont la plupart du temps pensées en réponse aux exigences du marché de l'emploi et que les personnes qui suivent ces formations ont parfois l'impression de toucher rapidement au problème, de survoler des thématiques qui leur auraient semblé pertinentes à développer davantage et donc au final de combler des trous, des postes vacants de toute urgence, ce qui dans ce cas-ci n'est pas vraiment pensé dans une optique de formation qualifiante et transférable sur du plus long terme. Nous avons donc soulevé cette préoccupation à notre invité et je vous laisse entendre ses propos. D'abord, le premier enjeu, c'est donner le goût d'apprendre. Alors, trouvons le meilleur véhicule pour donner le goût à la travailleuse ou au travailleur d'apprendre et à son gestionnaire, d'abord, parce que c'est souvent l'obstacle. Le gestionnaire, souvent peu formé, il ne développera pas nécessairement une culture de formation, puis ça ne percolera pas. Donc, il faut donner le goût d'apprendre. Donc, trouvons tous les meilleurs véhicules. Ça peut être des micro-programmes, on en développe, parce qu'il faut instiller ce plaisir-là d'apprendre, parce que ça donne des résultats. Bien sûr, il faut que ça soit qualifiant et transférable, parce qu'on ne peut pas emprisonner les gens sur un métier, une machine, et quand la machine devient désuète, on perd sa job. Ça, c'est une catastrophe. Et ça, tout le monde, il y a des consensus à la Commission. Les partenaires sont conscients qu'il faut, et on va travailler à faire en sorte que tous les programmes qu'on met sur pied, et là, évidemment, il faut éviter que Bob, dans son sous-sol, qui fait un programme de formation avec un certificat de chez Bob, ça donne rien, ça. Ça, c'est sûr qu'il y a des vendeurs du temple, il y a des programmes qui ne donnent rien, que c'est un impasse, un cul-de-sac. Il faut aller davantage sur qu'est-ce qui peut être reconnu, qualifiant, transférable, et qui soit reconnu par les pairs, mais aussi par l'industrie ou par la société en général. Donc, pour travailler avec le système public, bien sûr, l'offre publique de formation continue doit être travaillée, et ça peut être par des micro-certifications, où j'en suis, ça peut être par des AEC, des DEP. Il faut trouver des façons pour répondre, oui, aux enjeux du marché du travail, mais surtout donner le goût. Ça peut être, par exemple, une formation de 580 heures pour un mécanicien pour devenir mécanicien de diesel à mécanicien électrique. Ça peut être 700 heures, ça peut être 1800 heures. Il faut adapter. Il faut avoir l'intelligence de dire qu'il n'y aura pas d'une seule recette. Puis moi, les gens qui me disent que 50 ans après le rapport, 60 ans pratiquement après le rapport par an, qu'on peut que penser qu'il y a un tableau vert, une craie, puis un efface, puis il faut aller travailler, il faut apprendre le soir. Le travailleur qui a fait sa journée, il est fatigué, il y a les enfants, la conjointe. Donc, c'est des enjeux qui n'existaient pas il y a 50 ans, la conciliation famille-travail. C'était la conjointe qui assumait les responsabilités, puis maintenant. Donc, comment on facilite leurs conditions pour l'exercice de la formation? Trouvez-moi un travailleur qui est prêt à faire 40 km tous les 3 soirs par semaine, d'aller dans un cégep, prendre la formation le soir, puis le lendemain matin, se lever à 4 heures, puis aller faire sa job. Bonne chance. C'est l'échec. On a fait l'impasse là-dessus. Donc, il faut trouver d'autres choses. Je suis assez sévère quand je dis ça parce qu'il faut avoir l'audace d'innover. Je prends souvent cette expression-là. On va peut-être se péter la gueule en sang dans des cas, mais si on fait rien, il ne se passera rien. Donc, il faut réinventer. Le modèle traditionnel peut être bon, mais il faut voir d'autres choses. Puis, il faut adapter tout ça puis trouver une bonne réponse. Sans a priori idéologique ou dogmatique, il faut trouver la meilleure façon. Il est sûr qu'il y a des besoins très court terme, il y a des besoins sur le moyen terme et le long terme. La littératie numérique, c'est sur la moyenne portée qu'on va développer ça. Ça ne prend pas un cours de 45 heures. Il faut vraiment l'investir. Donc, il faut bien mesurer tout ça. Puis moi, je dis aux gens, ouvrez vos œillères. Trouvons des solutions. Il y en a. Il faut juste les adapter. Les petites cohortes, on était toujours traditionnellement, il fallait qu'il y ait un minimum de 15 participantes et participants pour qu'on rouvre une cohorte dans une région, dans un programme. Il faut sortir de ces paradigmes-là. Il faut réinventer tout ça. C'est déstabilisant pour tout le monde, mais on n'a pas le choix. On est là dans cette réalité-là. Il y a 50 ans, ce modèle-là allait. Il est peut-être dû pour être adapté. Puis moi, je rappelle qu'on a au Québec pas beaucoup favorisé la formation professionnelle. Moi, je suis de la génération des polyvalentes, à 6-7 000 étudiants. Je viens de polyvalente André Laurando à Saint-Hubert. Il y avait un quart de soir, parce qu'on était tellement nombreux. Moi, j'allais le soir à polyvalente, de 2h à 10h le soir. Ben oui, on était 1000 étudiants, parce qu'il n'y a pas de monde, il n'y a pas de place.
Donc, imaginez-vous aujourd'hui des élèves à 14-15 ans qui suivent des cours le soir jusqu'à 10 heures, le soir de la trigonométrie. Ça donne les résultats qu'on peut imaginer. Hein. Mais à l'époque, c'était la solution d'urgence. Et tout ce qui était formation court, on appelait ça le professionnel court et long, bien, les gens étaient dénigrés. Hein. Il y avait une aile particulière dans Polyvalente, puis on ne fréquentait pas ces gens-là. Et les parents ne souhaitaient pas que leurs enfants s'en aillent là. Pour eux autres, c'est un échec. Non, fais un secondaire 5 général, tu iras au cégep en général, puis tu verras ce que tu fais. Alors, on n'a pas beaucoup valorisé la formation technique et professionnelle au Québec. Ça, on a un défi de taille à relever. Et il faut le faire. Il faut donc donner le goût. Puis je donne souvent l'exemple, on le vit actuellement, le jeune décrocheur, 16 ans, il ne finit pas son secondaire parce qu'il a une job à 25 $ de l'heure promise. Il rentre dans une usine, il fait une job, il gagne des salaires considérables, il reste encore chez papa et maman ou chez papa ou maman. Et donc, il s'ajoute un beau Ford F-150, la grosse vie. 5 ans plus tard, la machine est désuète, on ferme l'usine, il perd sa job, pas de diplôme. Bien, il est sur le carreau. Hein. Donc, on a actuellement, ceux et celles qui sont dans les processus de formation ont souvent 27 ans. C'est souvent l'âge qu'ils retournent sur les bancs d'école. Mais il ne faut pas les retourner sur un banc d'école où l'expérience n'était pas bonne. Il faut trouver d'autres choses qui donnent le goût d'apprendre. Donc, il faut faire le mix avec une job et l'apprentissage. Et les pairs aussi encouragent ça. Il faut que ça se développe dans l'entreprise. Ça vient du gestionnaire, mais ça vient aussi des pairs en disant « lâche pas, tu vas avoir un iPad, tu vas travailler, tu vas diriger tes robots ». Moi, j'ai visité une usine de caoutchouc, je voyais le travailleur assez âgé. J'ai 61 ans bientôt, alors je peux dire ça. Je regardais le travailleur qui jouait avec son iPad et il disait « faites attention, le robot va passer ». Mais le robot a arrêté quand il a vu des humains. On s'est reculé, le robot continue. Il dit « moi, je marche presque plus. Je coordonne toute la ligne de production grâce à mon iPad. Et on mesure tous les enjeux de santé et sécurité, les enjeux de qualité, tout ça. » Bien, c'est un saut qualitatif qu'il a fait dans son travail. Il est heureux, il maîtrise sa technologie, puis ça va. Là, à partir de maintenant, il est dans la vague. C'est ça qu'on a besoin de donner, cette impulsion-là au Québec. D'ailleurs, on a un des programmes de la Commission qui s'appelle Impulsion Compétences, l'autre s'appelle Ambition Compétences, et l'autre, c'est Innovation Compétences. Alors, 3 programmes audacieux qui fait qu'on veut pousser vers ça. Mais c'est sur la longue portée qu'on fait ça. Et je rappelle, c'est parce qu'on est en pénurie rareté de main-d'œuvre qu'on accélère le processus. Donc, on a une fenêtre stratégique, elle est peu longue, et si on ne prend pas ce virage-là, c'est un échec pour l'économie québécoise et la prospérité du Québec. Très inspirant, n'est-ce pas? Et par où commenceriez-vous pour mettre en œuvre une nouvelle politique de l'éducation des adultes, ou disons plus spécifiquement en ce qui vous concerne, de la formation continue? Rappelons que notre dernière politique date d'il y a plus de 20 ans, et qu'en regard des enjeux que M. Lortie vient de décrire, on s'entend que quel que soit son contenu, elle est en grande partie devenue obsolète. La Commission a fait une cartographie de l'offre publique de formation continue au Québec. Moi, je l'appelle ma nébuleuse de galaxies. C'est tellement complexe. Dans mon bureau, d'ailleurs, j'ai une carte de 36 pouces par 36 pouces qui l'illustre. Et on voit tous les acteurs au Québec c'est trop compliqué. Première chose, si on veut, en 2023, se donner une belle politique publique de formation continue, il faut simplifier le processus. Je donnais mon exemple tout à l'heure de l'entreprise à Drummondville qui a besoin de rehausser les compétences de sa main-d'œuvre parce qu'elle a un contrat qui arrive des États-Unis, qui c'est un bon contrat. Et comment qu'on gère ça? J'appelle où? Je pars de où? Et je veux pas avoir les vendeurs du temple, des bobs de ce monde qui vont me faire un projet de son sous-sol, puis que ça soit jamais qualifié intransférable, m'avoir investi comme entrepreneur des dizaines de milliers de dollars avec un cul-de-sac. Je veux que quelque chose fasse que l'offre publique de formation continue, donc le bien commun, par nos impôts comme contribuables, on a bâti au Québec un système d'éducation qui est un modèle extraordinaire. Comment on fait en sorte que cette entreprise-là, et l'apprenant, le travailleur, puisse s'insérer dans ce processus le plus souplement, le moins d'obstacles possible. Il y en a des obstacles. Donc ça, c'est le premier défi. Et si on peut résoudre ça par cette nouvelle politique de formation continue, épurer le système, bien, on va avoir gagné beaucoup. C'est-à-dire qu'on a un guichet, beaucoup de gens parlent de guichet unique, bien, disons qu'on a un processus qui est simple, un parcours qui n'est pas un jeu de parchésie avec des échelles et des serpents, puis qu'on tombe dans une fosse commune, puis on remonte, puis on retombe encore. C'est ça qu'il faut éviter. Il faut se sortir des paradigmes où c'était un luxe la formation, parce qu'il y avait tellement de chômeurs qu'on pouvait se permettre d'être
disons, facétieux et difficile sur ce qu'on offrait. Maintenant, c'est plus ça. Le péril est qu'il faut qu'on développe quelque chose d'agile qui fait en sorte qu'on ne tourne pas les coins ronds, que ce soit une formation qualifiante, transférable et riche, et qui est offerte par un écosystème qui est agile aussi, qui répond aux besoins rapidement et que ça soit quantifiable, que c'est une bonne réponse. Et autant l'apprenant que l'entreprise y retrouve son compte rapidement aussi. Je ne dis pas de brader la qualité, au contraire, mais faire en sorte qu'on n'aille pas à gérer un écosystème complexe qui est immensément complexe. On l'a détecté, nous. Et chaque fois que je présente ma cartographie de la formation, cette nébuleuse-là, qui part d'une planète, l'apprenant l'entreprise, on s'en va sur un système solaire, on s'en va sur la Voie lactée et on a après ça la nébuleuse, chacun y perdrait son chat parce qu'effectivement, c'est tellement complexe. Tous les acteurs qui sont autour de la patinoire. Donc, on a un exercice là. Et il faut que, ce qui n'est pas une culture traditionnelle, que tous les ministères impactés travaillent en transversal. Développer un horizon où tout le monde est contributif et non pas en silo, ce qui n'est pas évident ça non plus. Donc c'est ça qu'il faut briser comme plafond de verre dans les 2 prochaines années, une offre accessible et une transversalité de tous les acteurs qui y travaillent. J'aime beaucoup l'image de la nébuleuse. C'est vrai que l'offre de formation est considérable de nos jours, que cette cartographie est vraiment impressionnante et qu'il y a vraiment de quoi perdre son chat en chemin. Mais est-ce que le guichet unique est dans ce contexte quelque chose de facile à mettre en place, quelque chose de juste aussi pour tout le monde? Qu'en pensez-vous? Je dirais s'ils le veulent, oui, les partenaires le veulent. S'ils le peuvent, je dirais qu'actuellement, les conditions font que c'est très difficile de faire ce ménage-là. Et je vais vous donner un bon exemple. De temps en temps, on a des bons exemples. Quand l'enjeu de la vallée de la transition énergétique est arrivé dans le centre du Québec, donc de Shawinigan à Victo et Drummondville, il y a particulièrement la filière de la batterie verte à Bécancour. 8 à 10 000 travailleuses et travailleurs qui vont... Où les trouver, c'est un enjeu, parce que le taux de chômage est autour de 2 % dans le centre du Québec, donc il n'y en a pas de chômage. Et les communautés, tout le monde travaille, mais on va cannibaliser beaucoup d'entreprises pour attirer la main-d'œuvre. Les institutions d'enseignement, au lieu de se chicaner comme des chiffonniers dans la ruelle, ont décidé de travailler ensemble. Les 4 cégeps de la région, l'Université du Québec à Trois-Rivières et les centres de services scolaires de formation se sont réunis pour bâtir un campus vert. À Bécancour, un bâtiment, j'ai visité la semaine passée dans l'ancien bâtiment qui appartenait à Énergie Atomique Canada, à cause de la centrale de Gentilly, tout à côté. Et on va bâtir un campus vert avec une offre de formation, un programme. Éviter que ça se querelle et que finalement on n'avance pas. Donc ça en est un bon exemple. Mais il faut les répéter, il faut les multiplier. Donc il faut donner une impulsion forte briser ces silos-là. Oui, il y a beaucoup d'enjeux monétaires parce qu'il y a beaucoup... Je n'ai pas parlé de l'offre privée de formation au Québec, qui est aussi colossale en termes de cartographie. Je serais incapable de la faire, d'ailleurs, la cartographie de cette offre privée-là. On a fait celle publique, l'offre publique de formation continue. Il faut que ces gens-là comprennent bien qu'il faut les réunir en même place. Avoir un couloir unique pour tout le monde. Puis mon exemple de Drummondville de tantôt, il est concret. Et c'est ça le défi qu'on a à relever. Donc, ça prend de la maturité. Ça prend également comprendre qu'on ne pourra pas démultiplier les ressources parce qu'elles sont limitées. Et je le rappelle, c'est l'échéance de la potence qui va faire qu'on va se ramasser à trouver des solutions rapidement parce qu'on est en crise. Les entreprises, les travailleurs sont désespérés. Quand vous dites tu es obligé de faire un quart de travail double, on le voit dans le réseau de la santé, mais ça se fait également dans les commerces. Ton collègue n'est pas rentré. Je faisais mon épicerie la semaine passée. Il me dit, tu vas continuer jusqu'à 11h ce soir parce que l'autre cachère ne rentre pas. Et tu es coincé sur ta machine. Tu as fait ça 8h le matin que tu es là, puis tu sais que tu en as jusqu'à 11h parce que... Et là, c'est comme ça maintenant la réalité. Les gens ont peur quand ton collègue, c'est quand il ne démissionne pas au bout d'une semaine. Alors, on vit dans un total modèle nouveau qui fait qu'on est désarçonné un peu par tout ça, qui fait qu'on n'a pas beaucoup d'années devant nous pour pousser. Alors, il faut mettre tout notre leadership, notre énergie à faire avancer les gens et désiloiser, si vous me permettez le néologisme, désiloiser tout ça pour faire en sorte qu'on offre quelque chose de concret, de pratique et facile pour l'apprenant ou l'entreprise de pouvoir s'y retrouver rapidement. Merci beaucoup Jean Lortie pour ce beau partage. C'était Jessica Duvivier, réalisatrice et productrice du balado de l'éducation des adultes intitulé « En route vers notre forum ». En espérant que cet épisode vous a plu et vous a donné envie de vous plonger au cœur de nos prochains entretiens. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre 5 étoiles pour maximiser notre visibilité et ainsi faire valoir nos revendications. Dans notre prochain épisode, vous aurez la chance d'entendre Nathalie Germain qui travaille au CEDA, le comité d'éducation aux adultes de la Petite-Bourgogne et de Saint-Henri, un organisme d'éducation populaire du sud-ouest de Montréal qui existe depuis 50 ans.
Nathalie y œuvre depuis plus de 20 ans. Son engagement envers l'éducation populaire et les actions menées généralement pour les personnes en situation de vulnérabilité est sans condition. Vous entendrez à travers son témoignage tout un pan des préoccupations que partage le milieu communautaire, qui œuvre elle aussi très fortement à l'éducation des adultes. On y parle entre autres sujets de la lutte Intercep, l'Alliance des centres d'éducation populaire de Montréal, qui agit depuis plus d'1 an pour sauver les 6 centres d'éducation populaire de Montréal en menace de fermeture définitive. C'est là aussi un rendez-vous à ne pas manquer. Alors je vous dis à bientôt.